Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à nouveau au MH370. Alors cette fois, on va s'attacher à expliquer ce qu'est un BTO, ce qu'est un BFO. Alors des termes qui sont très peu connus dans le grand public et pourtant ce sont des paramètres qui sont essentiels pour comprendre les données satellites du MH370. Alors le but c'est pas d'aller se plonger dans d'énormes calculs, des aspects hyper techniques, c'est pas le but de cette vidéo. Ce que je vais vous montrer c'est déjà vous expliquer certaines bases qui sont nécessaires pour comprendre un peu ce que sont ces paramètres, ce qu'ils permettent de faire et ce qu'ils ne permettent pas de faire. Donc c'est vraiment d'essayer d'avoir une volonté pédagogique pour vous expliquer tout cela. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est où trouve-t-on ces fameux BTO et BFO? Eh bien tout simplement dans les MH370 Data Communication Logs Update. Là j'ai la V2. Ça a été mis à jour parce qu'il manquait quelques éléments. Donc c'est un document qui fait 48 pages. Et vous avez l'ensemble des communications qu'il y a eu entre le satellite d'Inmarsat et le SATCOM du MH370. Et vous avez deux colonnes, Burst Frequency Offset et Burst Timing Offset. Donc on voit que ce sont des valeurs qui sont en microsecondes pour le BTO et en Hertz pour le BFO. Donc vous avez ces valeurs qui sont ici. Alors pour l'exemple que je vais aborder dans cette vidéo, je vais essayer de simplifier tout ça pour la compréhension. Donc je ne vais pas parler de Hertz, je ne vais pas parler de microsecondes. Je vais simplifier ces temps-là en secondes de façon à ce que ce soit un peu plus simple à comprendre pour le grand public. Alors on va commencer par le BTO. Alors le BTO, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous expliquer ceci en dessinant sur la tablette, comme ça je vais pouvoir vous expliquer tout ceci en dessinant. On va commencer déjà par un premier dessin. Donc on va avoir notre satellite qui est ici, donc en orbite géostationnaire. Ce satellite, eh bien, il est en communication avec une station sol qui est ce qu'on appelle donc la GES pour Ground Earth Station, donc station située au sol. Donc cette station est située à Perth en Australie. C'est avec cette station que communiquait le satellite qui est responsable de la partie IOR, c'est-à-dire Indian Ocean Region, donc la région de l'océan Indien. Donc ce satellite, eh bien, il est en contact avec cette station sol à tout moment. Et pour pouvoir utiliser ces données satellites, eh bien, on va mettre notre avion, qui est donc, je vais faire un petit dessin d'avion ici, hein, voilà. Notre avion qui est lui équipé de ce qu'on va appeler une AES pour Airborne, je crois que c'est Airborne Earth Station. Voilà. Et donc, c'est le SATCOM qui va être en charge d'établir la communication avec le satellite. Je vais mettre en bleu. Voici. Et donc, ces fameuses communications, à chaque fois que vous allez avoir une communication avec le satellite et le SATCOM, vous allez avoir à la fois un BTO et un BFO. Pour l'instant, on va se concentrer sur le BTO. Je vais refaire un autre dessin en dessous. Donc on va avoir notre satellite qui est, on va le mettre au centre ici. Voilà. Donc admettons que notre avion qui est ici, hop, est en vol. On va resimuler en fait la nouvelle reconnexion du SATCOM du MH370 après qu'il ait traversé la Malaisie. Eh bien, il va contacter le SATCOM et lui demander « Hop, je veux me connecter ». D'accord ? À partir de là, le satellite, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va relayer cette information à la station sol, donc la GES.
Voilà. Et c'est la GES en fait qui va stocker la connexion. Et ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que vous allez avoir donc une communication qui va être demandée de la station sol vers le satellite, puis du satellite vers l'avion, vous allez avoir un chronomètre en fait qui va être déclenché. Prenons le cas, je vais effacer un peu pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc prenons le cas d'un logon interrogation, c'est-à-dire que la station sol va demander au satellite, interroge le MH370 et demande-lui s'il est toujours connecté. La station sol ne sait pas où se situe l'avion. Ce qu'elle va faire, en fait, elle va relayer un message sur 360 degrés. Comme ça. Ça va rayonner sur 360 degrés en demandant au MH370 est-ce que tu es connecté. Et le MH370, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va répondre, il va dire oui, je suis connecté. À partir de là, on va savoir quel temps a mis donc le message pour partir donc du satellite et pour revenir au satellite. Et donc, cette communication, elle va comprendre donc certes l'aller-retour du message, mais également le temps de traitement dans l'avion. Je mets comme ça, temps de traitement avion. Ce temps de traitement avion, eh bien, on le connaît parce qu'en fait, lors de la calibration au sol, ça a été mesuré, ça a été enregistré. Donc on sait le temps moyen de traitement du signal par l'avion. Donc ce temps-là, on le connaît. Ce que l'on ne connaît pas, c'est, dans un premier temps, c'est le temps aller-retour. Mais une fois que l'on a la réponse de l'avion, on a ce temps aller-retour, eh bien il suffit tout simplement de prendre ce temps et de le diviser par 2, et vous avez le temps uniquement pour l'aller, mais qui est égal au temps retour. Une fois qu'on a ce temps-là, eh bien en fait on est capable de déterminer la distance. Pourquoi? Parce qu'on sait la vitesse à laquelle se propagent les ondes électromagnétiques. On connaît combien de temps ça a mis, et bien on connaît maintenant donc la distance. Une fois qu'on connaît la distance, eh bien on va pouvoir, je vais redessiner en dessous le satellite. On va pouvoir déterminer cette distance. Donc ça c'est notre distance D à laquelle se situe l'avion. Le problème c'est que le satellite ne sait pas dans quelle direction se trouve l'avion par rapport à lui. Il ne connaît que la distance. Et à partir du moment où vous ne connaissez que la distance, eh bien l'ensemble des points qui sont à cette distance D, eh bien c'est un cercle. Alors je vais faire un cercle à peu près correct. Voilà. Donc on sait que l'avion il est quelque part sur ce cercle, puisqu'on sait qu'il est à cette distance D. C'est pourquoi, dans l'affaire du MH370, on travaille avec des cercles. Parce que les cercles correspondent aux points qui sont à égale distance du satellite grâce à l'information du BTO. C'est ça en fait que permet de faire le BTO. Donc, on va avoir à chaque communication, on va avoir un BTO, et bien à chaque communication, et bien on va avoir un cercle qui va être différent. Le prochain cercle, il sera peut-être à une autre distance, mais ce sera peut-être un cercle qui sera comme ça. Voilà. Et donc on se rend compte que si le cercle suivant est plus petit, que la distance donc est plus courte, ça signifie que l'avion se rapproche du satellite. Par contre, si on a le cercle suivant qui est plus grand, voilà, eh bien cela signifie que l'avion en fait il s'éloigne du satellite. Il faut vraiment comprendre ce qu'est le BTO. Le BTO, ça permet justement de dessiner ces fameux cercles. Alors, les cercles sur la surface de la Terre, ils ne sont pas parfaitement circulaires. Pourquoi? Parce qu'en fait,
eh bien la planète Terre, bah, tout le monde le sait, elle est quand même un petit peu aplatie sur les pôles. Voilà. Comme c'est un peu aplati, et bien en fait sur la surface de la Terre, vous allez avoir en fait un cercle qui ne sera pas parfaitement cylindrique. Voilà. Ça tient compte du fait que la Terre n'est pas tout à fait ronde. Donc voilà pour le BTO. Alors à partir de là, mais comment on va utiliser le BTO lors de la reconnexion du SATCOM? Je vais dessiner un premier BTO. Donc on va avoir d'abord notre avion. On va le mettre là. On sait que la dernière position de notre avion c'était ici. Donc qui était dans le nord-ouest de la Malaisie. Hein. Donc la Malaisie est par ici. Hein. On a cette dernière position radar, on avait le tracé radar qui était comme ça, donc à partir de cette dernière position, eh bien, on connaît deux choses. On connaît non seulement la direction de l'avion, donc sa route, mais on connaît également sa vitesse. On va prendre, juste pour l'exemple, pour que vous compreniez, on va prendre par exemple une vitesse de 450 nœuds. Donc à cette vitesse de 450 nœuds, on va considérer que l'avion va continuer tout droit. On a donc la trajectoire de notre avion qui va être dans cette direction. Maintenant, à l'issue de la perte du contact radar qu'on a eu sur le MH370 dans le détroit de Malacca, on a reçu, d'à peu près 8 minutes plus tard, une reconnexion du SATCOM. À partir du moment où on a cette reconnexion du SATCOM, on va obtenir un BTO, et donc ce BTO va nous permettre de dessiner un cercle. Alors rien n'est à l'échelle, hein, c'est juste pour vous expliquer le principe. Hein. Donc si le BTO nous donne ce cercle-là, eh bien on peut faire plusieurs hypothèses. On va en faire une première, on va considérer que notre avion aura continué tout droit à cette même vitesse. Première chose qu'on va vérifier, c'est quelle est la distance pendant ces 8 minutes que l'avion a pu parcourir. Eh bien on va regarder ça. On va se dire par exemple, notre avion à cette vitesse-là, il a pu faire ça. D'accord ? Donc si on ne prend que la vitesse comme paramètre sans tenir compte de la direction, eh bien on sait que l'avion, il ne peut pas aller au-delà de ce trait rouge, et donc l'avion va se retrouver, il peut être entre là et là. Il ne peut être que sur cette portion de cercle. Si on fait maintenant l'hypothèse que l'avion a conservé sa route, eh bien, il va se retrouver ici. Mais là, on se rend compte qu'avec la vitesse, normalement, il aurait dû se retrouver ici. Or là, il n'est pas sur le trait. Alors, ce qu'il va falloir tenir compte, malgré tout, c'est une certaine imprécision du BTO, qui est de plus ou moins 10 km du trait. Donc, vous avez une marge ici d'environ 20 km. Or là, sinon on est au-delà de cette marche, donc la projection que l'on a donc ici, ça veut dire que on ne peut pas considérer que l'avion a continué tout droit. Ou alors c'est qu'il y a eu du vent qui a dû le freiner. Donc on peut se prendre l'hypothèse que l'avion il peut très bien avoir été ici et avoir un petit peu modifié sa trajectoire. Ça peut très bien être aussi le vent qui a créé un peu de dérive aussi. Hein. Voilà. Donc vous voyez que rien qu'avec le BTO, en fait, c'est pas si évident de savoir où l'avion va se retrouver. Il peut aussi se retrouver ici. Voilà. La problématique avec le BTO, c'est qu'on est obligé de faire certaines hypothèses, notamment de vitesse, comme je l'ai dit. Mais si on a ici 450 nœuds, on va se retrouver donc sur ce trait-là. Hein, il ne peut pas aller au-delà de ça. Mais si on prend une autre vitesse, par exemple 500 nœuds, on sait que l'avion il va aller un peu plus loin. Et donc, il va se retrouver borné entre là et là. Et donc là, l'arc de cercle, la portion d'arc de cercle sera plus grande. Donc ça, déjà, faut comprendre un petit peu ce que ça permet de faire. Il nous faut cette première position de départ pour pouvoir déterminer où est-ce qu'on va se retrouver sur ce premier arc qu'on aura reçu lors de la connexion du SATCOM. La problématique, c'est que entre le point qui est ici et
notre premier arc, on ne peut pas savoir si l'avion a effectué un virage. Je m'explique. Si l'avion a continué tout droit, alors on va être sur une trajectoire qui va être comme ça, forcément. Mais si l'avion a tourné, admettons si l'avion a tourné ici, et bien on va être sur une trajectoire qui est comme ça. Alors on va forcément être sur l'arc, mais il va falloir tenir compte également de ce possible virage. Mais on ne sait pas à quel moment il a tourné. L'avion peut très bien avoir tourné ici, mais il peut avoir très bien tourné dans la minute qui suivait la dernière position au radar. Auquel cas il va se retrouver ici. À tenir compte si cette distance est égale également à la vitesse qu'a déplacé l'avion. Donc vous voyez que c'est pas forcément si simple que ça l'utilisation du BTO. D'accord ? Donc je vais refaire un dessin à partir toujours de cette même position, je vais de façon à éclaircir un petit peu. Donc on va avoir toujours notre arc BTO et on va avoir notre trajectoire. On va considérer cette fois que notre avion, il a continué tout droit. Et donc il s'est bien retrouvé ici sur le premier arc. On va toujours faire la même hypothèse que cette fois à cet endroit-là, la trajectoire de l'avion est celle-ci, avec une vitesse de 450 nœuds. Okay. Et on va attendre le cercle suivant. Alors le cercle suivant, on va prendre un bleu. Admettons que sur le cercle suivant, l'avion il est ici. D'accord. Et bien là, on va refaire à nouveau une hypothèse de vitesse. On va dire, si l'avion il est à 450 nœuds, je vais effacer un petit peu au-dessus pour qu'on y voit un petit peu plus quand même. Voilà. Donc on va prendre un cercle qui va nous matérialiser quel est on va dire le rayon dans lequel l'avion a pu se déplacer dans cette durée-là. Voilà. Je vais continuer un peu l'arc ici. Et donc, à partir de ce rayon-là, on va savoir que l'avion, il peut forcément être qu'entre là et là. D'accord ? Donc, il est quelque part sur cet arc-là. S'il a vraiment maintenu la vitesse de 450 nœuds pendant la durée entre les deux arcs, on est forcément là ou là, puisque c'est là qu'on intercepte avec notre vitesse le deuxième arc. Sauf que ce que l'on ne sait pas, c'est si l'avion a viré. Si l'avion a viré, il peut très bien se retrouver ici. Ou ici. Voilà. Mais il ne peut pas se retrouver ici, puisque la vitesse aurait été trop importante. Donc vous êtes obligé de cheminer à partir de ces dernières positions, de dire de là à là, notre avion, il est dans une fourchette quelque part, ici, sur cet arc. Voilà. Mais où on ne sait pas. Et donc pour l'arc qui va suivre ensuite, on va remettre un vert. Et bien sur l'arc suivant, vous allez être obligé de partir sur une hypothèse, l'avion est là. Si l'avion est là, quel est le cercle qu'il aurait pu traverser? On va se retrouver ici. D'accord ? Donc là, on est forcément entre là et là. Donc on va prendre la position la plus au sud. Et puis pour cette position-là, là c'est pareil, on va refaire un cercle en fonction de la vitesse de notre avion. Et bien là, on voit qu'il est entre là et là. Donc au total, on est sur un pinceau où l'avion va forcément être quelque part sur cette portion d'arc. Et donc vous remarquez que l'arc que l'on a sur le deuxième arc, il est beaucoup plus grand que sur le premier. Alors là, c'est pas à l'échelle, mais c'est juste pour vous donner une idée. En fait, plus on va rajouter des arcs supplémentaires, et plus l'arc sur lequel va devoir se situer l'avion sur l'arc suivant, il va être de plus en plus large. Et donc l'incertitude, elle augmente. Donc vous voyez là toute la limitation en fait du BTO uniquement. Et au début des recherches, les données Inmarsat ne travaillaient au début qu'avec ces données de BTO. Le BFO n'a été introduit que plus tard. Donc on va voir ensuite le BFO.
on va voir maintenant le BFO. Alors le BFO, c'est Burst Frequency Offset. Comme son nom l'indique, un offset, ça va être un décalage. Un décalage par rapport à quoi? Par rapport à une fréquence de référence. Cette fréquence de référence, qu'est-ce que c'est? Alors, on va avoir notre satellite qui est ici au-dessus de l'équateur. Et on va avoir, admettons, notre avion qui est par ici, on va dire là. On va considérer, pour ce premier exemple, que l'avion est immobile, il est au sol. Il est à Kuala Lumpur, il est en train de faire sa connexion en fait au satellite via le système SATCOM. L'avion, ici, il connaît sa position GPS. Mais il connaît également la position GPS du satellite, alors en 2 dimensions, hein, pas en 3 dimensions. Il va donc utiliser ici la position 2 dimensions de l'avion et la position en 2 dimensions du satellite. Cette position GPS, elle est stockée dans la base de données du SATCOM. C'est défini comme étant la position nominale. Le système considère que le satellite est à cette position GPS et qu'il ne bouge pas. On verra tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait exact. Mais pour faire ses calculs de fréquence, ça lui suffit. Qu'est-ce qu'il va faire le système? Eh bien, il va regarder donc ces 2 positions. Voilà. Et entre ces 2 positions, ce qui va déterminer, c'est quelle est sa vitesse de rapprochement par rapport au satellite. Alors, vous allez me dire, mais vu que le satellite ici ne bouge pas et que l'avion est au sol et qu'il ne bouge pas, cette vitesse est nulle. Et bien en fait, pas tout à fait. Parce qu'en fait, le satellite, eh bien, il va osciller si on prend un dessin avec la Terre ici, l'équateur, notre satellite qui est ici. Et bien en fait, le satellite, il va osciller plus ou moins 1,6 degré au-dessus de l'équateur. Voilà. Mais par contre, il se déplace à la même vitesse de rotation de la Terre, ce qui fait qu'en fait, il ne va pas se déplacer dans cette direction comme je viens de le dessiner ici. Il reste stable. Donc vous allez voir en fait le satellite qui va monter et descendre sur cette position. Je voulais juste vous faire apparaître cette notion de sinusoïde pour vous montrer qu'il monte et qu'il descend. Donc il va mesurer ça et il va déterminer en fait quelle est la fréquence de référence qu'il va utiliser lorsqu'il va considérer qu'il est immobile par rapport à cette position nominale du satellite. Ensuite, là on va faire appel à des vecteurs de façon à ce que vous compreniez bien un peu. Donc les vecteurs, ça remonte, si je dis pas de bêtises, à la seconde. Hein. Je crois que c'est étudié en seconde. Voilà. Et on va voir notre avion, on va le mettre ici. Voilà. Donc notre avion, il est sur cette trajectoire-là et il a un vecteur vitesse qui est, on va dire, comme ceci. Donc ça, c'est sa trajectoire avec une vitesse, on va dire par exemple 450 nœuds. Sur notre axe satellite-avion, c'est ici. Je vais faire mieux, je vais le faire vraiment partir du vecteur. Voilà. En fait, le système, qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va regarder quelle est la composante du vecteur vitesse rouge sur cet axe-là. Et donc, la composante sur cet axe de vitesse, en fait, on va projeter notre vecteur vitesse ici, et donc la composante, elle est là. Ça, c'est la vitesse de rapprochement qu'a l'avion par rapport au satellite. À partir de cette vitesse-là, eh bien, ce que l'on va faire, on va calculer donc l'offset, le décalage de fréquence, et donc on va mettre plus ou moins une certaine valeur à la fréquence de référence. Et donc on aura une fréquence que je vais appeler par exemple F1, que l'on va comparer à la référence qu'on va appeler F0. Et ce décalage, cet offset, il va être enregistré sous la forme du BFO,
qui est donc en Hertz. Et à partir de ce décalage, eh bien, ce qu'ont fait les spécialistes d'Inmarsat, eh bien, ils ont fait le chemin inverse de ça. Ils sont partis de l'offset, offset de la fréquence, hein. Et à partir de cet offset, ils ont déterminé quelle était la vitesse donc, du bleu, donc sur cette partie-là, sur cette composante de vitesse. Hein. Le problème, c'est que cette trajectoire-là, la trajectoire bleue, ce n'est pas la trajectoire de l'avion, ça n'est qu'une partie de la vitesse. Il faut retrouver le rouge. Mais si on considère que l'avion a volé en fait à une vitesse de 450 nœuds, donc si on prend cette hypothèse-là, eh bien en fait on va faire l'inverse, on va projeter ça, de façon à avoir un vecteur ici, un vecteur rouge, qui soit d'une longueur qui correspond à 450 nœuds. Si par contre l'avion, on va considérer, cette fois je vais le mettre en vert, que l'avion a volé à une vitesse de 550 nœuds, eh bien on va projeter de façon à arriver à un moment où l'avion il aura un vecteur vitesse, le vecteur vert, qui correspond à 550 nœuds. Donc vous voyez que, alors là c'est pas du tout à l'échelle, mais c'est juste pour vous montrer un peu le principe. Si on a une vitesse de 450 nœuds, eh bien on a le vecteur rouge, on va donc avoir une direction dans cette direction-là. Hop, je projette, on a une direction comme ceci. Si par contre on a une vitesse de 550 nœuds, eh bien vous voyez qu'on n'a pas du tout la même route. Et c'est là toute la difficulté du BFO, c'est que vous êtes obligé de faire une hypothèse de vitesse pour pouvoir obtenir une route. Mais si votre vitesse n'est pas bonne, votre route ne sera pas bonne. Alors, l'écart de vitesse qu'on peut avoir à des vitesses comme ça, il n'est pas aussi franc que ce que je viens de dessiner ici. Mais quand vous projetez sur une distance qui est lointaine, je vais prendre ça, si vous avez une trajectoire qui est comme ça, qui est très très lointaine, ben, en fait, si vous avez une autre trajectoire qui est là, ben, vous vous rendez compte que plus vous allez loin et plus cet écart se creuse. Et autant là, peut-être vous allez avoir un écart peut-être de 10 km, ce qui n'est pas forcément énorme, autant là, vous allez peut-être avoir un écart de 40 km. Donc, vous voyez que c'est pas forcément précis tout ça. Donc le BFO, il faut vraiment le prendre avec des pincettes et vraiment comprendre qu'on est bien obligé de faire des hypothèses de vitesse. Maintenant, appliquons ce principe-là à ce que nous avons vu avec le satellite et en combinant ça avec le BTO. On va redessiner notre satellite ici. On va dessiner la dernière position de notre avion. Mettons, je vais le mettre ici. Le premier BTO va nous donner un premier cercle, admettons ici comme ceci, en vert. D'accord ? Je vais le mettre un peu plus près de l'avion qu'on comprenne. Voilà. Si on considère que à cet endroit-là, notre avion il a continué tout droit, eh bien on va avoir donc l'avion qui va intercepter notre premier arc. Ici, il va être donc sur cette position-là. À partir de cette position-là, eh ben on va avoir le BTO suivant va nous donner, cette fois je vais le mettre en bleu. Là. Bien là, sur la suite, eh bien là on va aller voir également si l'avion, si on considère qu'il a continué tout droit, eh bien on fait une projection et on va se retrouver ici. Mais il va falloir comparer, est-ce que la vitesse que l'on a entre cette première position ici et cette deuxième position là est compatible avec ce que l'avion avait comme vitesse. Donc il faut également faire cette hypothèse là. Sinon on va retracer un cercle qui permet de déterminer le cercle qu'a pu, va dire, le rayon de vol de l'avion. Et bien on va savoir ensuite que l'avion il est dans cette partie-là, dans cette partie de cercle. Voilà. Donc là, ça, c'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure en utilisant uniquement le BFO. Le BTO, pardon. Si on utilise cette fois le BFO, le problème, c'est que si on prend, donc je vais revenir un petit peu en arrière,
Si on prend la première position, donc c'est la position qui est ici, on va faire une mesure à cet endroit-là. On va avoir donc le BFO. Le BFO, il va partir sur l'axe satellite-avion, en considérant qu'ici il est bon, et on va obtenir un certain BFO qui va nous donner une certaine vitesse sur cet axe-là. On va donc avoir une composante de la vitesse. D'accord ? Mais ensuite, il va falloir que l'on détermine la route de l'avion. Donc il va falloir déterminer quelle vitesse on prend. Est-ce qu'on prend une vitesse de 450? Est-ce qu'on prend une vitesse de 550? Pour l'exemple, on va considérer qu'on va prendre d'abord une vitesse de 450 nœuds. Donc on va avoir un vecteur qui va faire une certaine longueur. D'accord. Eh bien, on va chercher la projection de ça, qui va faire la longueur du vecteur que l'on a dit. Et donc on va dire par exemple, ça va être ça. Donc la trajectoire va être ça. Voilà. Mais le problème, c'est que vous pouvez aussi avoir une trajectoire comme ça. Alors je ne suis pas pile poil à l'échelle, mais vous voyez qu'avec un BFO, vous pouvez avoir donc une trajectoire qui va au sud, mais également une trajectoire qui va au nord, qui est tout à fait plausible aussi. Donc à partir de cette vitesse-là, donc de cette composante jaune, eh bien, vous allez avoir une trajectoire bien précise. Si on fait cette fois une autre hypothèse de vitesse, je vais mettre une autre couleur, on va mettre du violet. On va considérer cette fois que l'avion est à 550 nœuds. Si on a un avion à 550 nœuds, on va forcément avoir un vecteur qui est plus long. Vous êtes d'accord? Avec un BFO qui est identique, eh bien, il va falloir qu'on aille chercher cette longueur, par exemple ici. Et si on est parti plus au nord, eh bien, vous allez avoir ici. Voilà. Donc à partir de là, eh bien, vous avez deux trajectoires possibles. Alors comment on va discriminer justement ces deux trajectoires? Eh bien, tout dépend si vous allez vous rapprocher ou vous éloigner après du satellite. Donc si on considère après donc, que cette trajectoire est la bonne, hein, eh bien vous voyez que il y a quand même un écart par rapport à ce que l'on a calculé à 450 nœuds. Donc vous voyez vraiment que le choix de la vitesse, il est déterminant dans la trajectoire que l'on va pouvoir déterminer ensuite le long de ces arcs. Vraiment, faut vraiment comprendre ça. Si vous avez compris ça, vous comprenez toute la complexité justement de ces données-là. Alors maintenant, nous allons un petit peu retracer les premiers éléments de la reconnexion du SATCOM à partir de la dernière position radar. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on avait donc la dernière position radar qui était ici de notre avion. On était donc sur une route qui était grosso modo comme ça. On va dire si on avait une vitesse de 450 nœuds, juste pour l'exemple, hein, c'était pas la vitesse exacte qu'on avait, mais bon. Donc on sait que l'avion il était sur une trajectoire comme ça. Voilà. On a dit 8 minutes, à peu près 8 minutes plus tard, on a une reconnexion du SATCOM de l'avion et on obtient un premier cercle, un BTO. Je vais le dessiner juste ici comme ça. Voilà. Et donc ce que l'on va faire, donc on va obtenir la projection en considérant que l'avion n'a pas changé de cap ni de vitesse. Eh bien on arrive sur un cercle qui nous donne ici, eh bien on est bien sur cette position qui est là. Là, vu que on n'a que 8 minutes entre la dernière position radar et le BTO, eh bien on a quand même quelque chose sur 8 minutes qui permet d'être quand même assez précis. Par contre, si on prend l'arc suivant, on va avoir ça. D'accord. On sait que l'avion il va être quelque part sur ce cercle. Donc ce cercle-là, il se rapproche du satellite, d'accord, vu qu'il est à l'intérieur du premier cercle. Mais ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est étudier le BFO que l'on a là. Le BFO que l'on a lors de notre position sur le premier arc, on va obtenir une composante de vitesse qui va nous donner ça. Et bien, ce que l'on va faire, on va projeter ça.
et on va obtenir notre vitesse, notre vecteur vitesse qui est ici. Et on va considérer que ici, le vecteur vitesse que ça nous donne également une vitesse de 450 nœuds. Et à partir de là, en fait, le BFO, quelque part, va nous confirmer que l'avion est resté sur cette même route et également avec cette même vitesse. Donc, on va pouvoir continuer, on va se dire, notre projection comme ceci. Donc, on va se dire, ça se trouve, l'avion il va se retrouver ici sur le cercle suivant. Mais peut-être pas. Voilà. Si par contre, cette fois, on va obtenir donc un autre BFO, mais ça on va le voir après. Donc on va projeter la trajectoire le rayon de vol de l'avion qui va faire ça. Et là on sait qu'on va se retrouver entre là et là, par exemple. Donc notre avion, il est quand même quelque part sur cet arc de cercle, mais où? Eh bien, c'est difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire. Et bien à partir de là, il va falloir faire plusieurs études. Il va falloir faire une première étude pour ce point-là et une première étude pour le point situé à la position la plus au sud. Voilà. Mais on peut également fonctionner différemment. On va déterminer quel est le BFO. On va avoir un BFO qui va être bien précis, mais on va considérer que, par exemple, que notre vitesse est toujours de 450 nœuds. Et bien en fait, on va rechercher quelle est la position qui permet à une vitesse de 450 nœuds, comme ici, d'avoir ce même BFO. Donc si on a ça, on va prendre par exemple un exemple. Si on a donc le BFO qu'on va mesurer ici, eh bien il va être sur cet axe-là. Le BFO qu'on va mesurer sur la position la plus au nord, il va être sur cet axe-là. D'accord ? Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir faire des projections. Si on a une vitesse de 450 nœuds, que le BFO n'est plus le même, par exemple, on va donc projeter ça là, et on va peut-être obtenir une vitesse qui sera comme ça. Voilà. Et là, pareil, on va pouvoir faire une projection. Donc soit elle va peut-être avoir la vitesse qui va être, je vais mettre par exemple, on va mettre comme ça. Voilà. Donc c'est qu'un exemple, hein. Après on peut très bien avoir un vecteur vitesse qui est comme ça aussi. Voilà. Après, ici, si on veut avoir dans l'autre sens, si on projette comme ceci, et qu'on a un vecteur vitesse qui est comme ça, c'est tout à fait possible aussi, quoi. Donc, vous avez tous ces paramètres-là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais vous voyez un peu ce que peut permettre le BFO, combiné au BTO. Et bien en fait, vous pouvez vous rendre compte que il y a des trajectoires qui sont certainement plus probables que les autres. On va se retrouver certainement avec une trajectoire plus comme ça. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est à quel moment l'avion a viré. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Et on ne sait pas, entre cette première position-là et celle-là, ou celle-là hein, même, si l'avion il a très bien pu virer, je vais mettre une couleur, hein, l'avion, il a très bien pu faire la trajectoire et virer ensuite comme ça, et donc en fait se retrouver ici. S'il a viré là, il peut très bien se retrouver ici. Voilà. Mais il ne peut pas avoir viré dans cette direction, puisqu'il n'aurait jamais pu être sur le deuxième cercle. On aurait eu alors un cercle BTO qui aurait donné plutôt par là. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu que la problématique, c'est vraiment qu'entre deux positions de BTO qui sont en plus, bien souvent dans le cas du MH370, espacées de 1 heure, et bien pendant 1 heure, l'avion a très bien pu faire des virages. Donc après, c'est le BFO qui va permettre de renseigner et nous dire qu'est-ce qui est le plus probable. Est-ce que vraiment on a un BFO qui est plus cohérent par rapport à la vitesse? Donc on va regarder les vecteurs et voir si l'avion à ce moment-là a changé de direction. Alors à un moment, on a un appel satellite qui est émis sur le MH370 pour essayer de les contacter. Les opérations de la compagnie essaient de contacter l'équipage par le téléphone satellite. Ce téléphone satellite,
le problème c'est qu'on ne va avoir qu'un BFO. Il n'y aura pas de BTO. Donc en fait on n'aura pas de cercle. Par contre ce que l'on va savoir c'est que, je vais effacer un peu ça ici, ce que l'on va savoir c'est que en fait entre deux cercles ici que l'on a là, et bien quelque part à cet endroit là, l'avion, la trajectoire a changé, on a une trajectoire qui est plus par là. Pourquoi? Parce que c'est le BFO qui nous le dit. Mais le BFO il nous dit qu'on a une trajectoire là, mais on ne sait pas si la trajectoire elle est à partir d'un point qui est ici, ou alors si c'est ici que l'avion a viré, ou alors est-ce que l'avion était ici mais qu'il était déjà route au sud? On ne sait pas. Donc ces données-là, elles permettent quelque part de dégrossir la trajectoire du MH370, mais comme vous pouvez le constater, ça repose sur énormément de suppositions en termes de vitesse, principalement, et on ne peut pas déterminer les points de virage sur ces trajectoires-là. C'est vraiment ce que je voulais vous faire toucher du doigt sur ces données satellites. Alors, j'ai assez simplifié tout ça pour que ça puisse être compréhensible. Donc vous imaginez que les spécialistes d'Inmarsat, pour faire ces calculs, ça demande quand même pas mal de temps, ça demande d'étudier énormément de possibilités, et ça se fait pas en une journée tous ces calculs. Donc faut pas s'étonner que Inmarsat a mis quelques jours pour pouvoir déterminer dans les premiers jours de la disparition que l'avion en fait se dirigeait en fait vers le sud. Forcément ça prend plusieurs jours pour étudier tout un tas de cas. Vous avez énormément de calculs, de suppositions. Ce qu'il faut également être conscient, et ça je vais vous faire un dessin pour que vous le compreniez également, c'est que plus un avion vole haut, plus il va vite. Alors on va faire le sol ici. Si on a notre avion qui est ici à une altitude, on va dire du FL100, donc ça fait on va dire 10 000 pieds, vous allez avoir un vecteur vitesse qui va être en gros de cette longueur là. Le problème c'est que si vous volez encore plus haut, donc on va mettre par exemple ici qu'on va être on va mettre le FL allez, 350, on va être 300, parce que l'avion était très certainement au 300. Donc si notre avion il est là, et bien au FL 300 vous allez avoir une vitesse qui est déjà bien plus élevée. Ce qui fait qu'en fait ce vecteur vitesse que l'on a, ce vecteur vitesse en rouge qu'on a dessiné ici, en fait c'est un vecteur vitesse sol, et donc plus l'avion est haut, plus il va vite. Voilà. Donc ce qui signifie que si l'avion a volé plus lentement, et bien en fait il ne va pas pouvoir se retrouver déjà sur les extrémités. Il va falloir resserrer la position ici, puisque forcément le cercle qu'aura pu voler l'avion, en fait il va être plus petit. On va se retrouver sur un arc qui est comme ça, qui est plus petit. Le problème c'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse a volé l'avion. On ne sait pas à quelle altitude il a volé non plus. Donc là encore, on est obligé de faire des hypothèses d'altitude, de se dire si l'avion a volé au niveau 300, on va avoir une vitesse comme ça, en considérant que l'avion a volé à un certain régime de puissance. Par exemple, je vais mettre le MRC, Max Range Cruise. Mais si vous prenez une autre vitesse, forcément le vecteur vitesse il sera peut-être plus petit, ou il sera peut-être plus élevé. Ce qu'il faut également prendre en compte, c'est le vent. Si vous avez du vent de face, comme ça, forcément, ça va ralentir votre avion. Vous allez avoir une vitesse sol plus élevée. Par contre, si vous avez du vent arrière, alors je vais le mettre en dessous, là, je vais mettre le vecteur vitesse initial, en fait, ce vent arrière, il va rajouter en fait de la vitesse, une composante supplémentaire. Et donc vous allez aller plus vite. Le problème, c'est que les vents, ils varient en fonction de l'altitude. Vous n'allez pas avoir les mêmes vents au niveau 300, au niveau 200 et au niveau 100. Donc là encore, en fonction de l'altitude que vous allez choisir, il va falloir aller regarder quels étaient les vents à l'altitude. Le problème, c'est que si vous prenez l'endroit que vous avez ici, je vais mettre du bleu, si votre avion il est là, peut-être que les vents étaient dans cette direction. Si l'avion était là, avec une trajectoire comme ça, peut-être que les vents étaient comme ça.
Donc, là aussi, il faut faire des hypothèses. Si l'avion est à tel endroit, quels étaient les vents, quelles étaient l'implication sur la vitesse sol de l'avion, qui peut être plus ou moins élevée. Là encore, vous avez encore un paramètre à rajouter. Donc, vous voyez, c'est quand même très complexe. Donc, je reprends une phrase qu'avait dit Florence de Changy dans son livre, en disant que les autorités chinoises disaient vous ne pouvez pas comprendre, c'est trop compliqué. Expliquez ça, expliquez aux familles comment les calculs sont peut-être en train d'être faits. Forcément, c'est compliqué. C'est pas à la portée de tout le monde ces calculs-là. Là, je vous explique la théorie, je vous explique les limitations, les contraintes, mais personnellement, je ne suis pas non plus capable de faire les calculs qui sont faits. Donc, faut vraiment le comprendre, ça. Faut comprendre pourquoi c'est si compliqué et pourquoi, au final, vous avez une trajectoire qui est, en fait, très très large. Si vous prenez une trajectoire en considérant que l'avion a continué tout droit, on va prendre une position, le virage vers le sud. Si on considère que l'avion a volé tout droit, vous allez avoir une trajectoire qui va être comme ceci. Si vous avez une autre vitesse en volant tout droit pareil, vous allez peut-être avoir une trajectoire comme ceci, ce que j'expliquais tout à l'heure déjà. Le problème, c'est que la dernière position de notre avion, on va considérer que c'est ça. Ça, voici par exemple notre 7e arc. Donc le dernier arc sur lequel on a détecté le MH370. Vous voyez que en fonction de la route que vous allez avoir, vous n'allez pas du tout vous situer au même endroit. Si par exemple en plus l'arc, parce que là j'ai mis c'est les mêmes vitesses, on considère ici qu'on a 450 nœuds, et ici on va peut-être considérer qu'on avait aussi 450 nœuds. On va considérer qu'il n'y a pas de vent. Voilà. Donc on se retrouve à la fin ici ou ici. Mais ça veut dire que, ne sachant pas la trajectoire qu'avait vraiment l'avion, il va falloir chercher entre là et là. Alors après, il faut prendre un peu des marges, il faut prendre peut-être un peu plus par là. Mais vous avez donc tout cet arc qui est à chercher. Voilà. Si je vous dessine autre chose cette fois, avec notre 7e arc qui est comme ça, on va reprendre notre trajectoire qui était, on va dire, très loin, on va continuer ça. On va avoir une première trajectoire qui est comme ça, et à une certaine vitesse, on va peut-être arriver ici. Voilà. Mais cet arc, il faut bien comprendre que le centre, il n'est pas là. Il est au niveau du satellite. Donc il faut vraiment prendre ça. C'est-à-dire que peut-être qu'à cette vitesse-là, on va se retrouver là, mais peut-être qu'ici, à la même vitesse, on va se retrouver ici. Voilà. Et si vous avez une vitesse plus faible, ça veut dire que vous allez vous retrouver ici. Et plus vous avez une vitesse faible, plus vous allez remonter. Alors, on va faire un dessin qui sera un peu plus clair pour que vous compreniez. Le satellite est là. On va avoir notre arc qui va être comme ça. Et la trajectoire de notre avion, on va considérer qu'il était là. On va avoir donc une route comme ceci. Et on va considérer qu'on va finir ici. Donc vous voyez la longueur ici. Par contre, ici, si on prend cette trajectoire-là, là, on a une trajectoire qui est beaucoup plus courte. Si je la projette là-dessus, on arrive là. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir ici une trajectoire qui est au FL400. Je prends un exemple. Et là, la vitesse sol est bien moindre, ce qui peut vouloir dire que l'avion était peut-être au niveau 100. Et donc, vous avez forcément une vitesse sol plus faible, et donc vous avez une trajectoire qui est plus courte. Là, vous êtes à une altitude plus élevée sur ce segment-là, et vous êtes donc avec une trajectoire qui est plus longue et qui finit forcément plus au sud. Donc dans le MH370, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus on considère que l'avion est resté haut, plus on va aller chercher au sud, et plus l'avion, si on considère que l'avion est descendu, il va falloir remonter vers le nord. Voilà. Et c'est pourquoi l'équipe française Capsio
cherche davantage dans un secteur plutôt par là, alors c'est très schématique, mais parce qu'il considère que l'avion il a volé plus bas, enfin je ne sais pas par là, mais c'est plutôt par là, parce qu'il considère que l'avion a volé plus bas. Et comme il a volé plus bas, il a eu une vitesse sol plus faible. Voilà. Donc j'espère que tous ces petits dessins vous parleront un petit peu plus que de la doc purement technique ou des formules mathématiques. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. J'espère ne pas avoir fait de petites erreurs quelque part. Mais je voulais vraiment que vous compreniez tous ces petits paramètres qui entrent en compte et qui rendent quand même ces calculs satellites très complexes. Et pourquoi justement la position finale est si difficile à trouver et pourquoi on cherche le long d'un arc sur la position finale. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo sur le MH370.